Travailler à rendre la terre plus fertile et œuvrer efficacement contre la déforestation et la sécheresse, c'est un défi majeur auquel est confronté le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre Ça fait l'actualité, consacrée une fois encore à la COP 15. L'être humain dépend totalement de la nature. Malheureusement, c'est l'homme qui détruit la nature. Plusieurs raisons sont évoquées. L'ignorance, les intérêts économiques, entre autres. La faune est régulièrement agressée. Cependant, l'être humain n'est pas le seul fautif. Des phénomènes naturels s'attaquent aussi à l'environnement, allant jusqu'à la détruire et réduit considérablement le couvert forestier. La question est examinée depuis le 9 mai, jour de l'ouverture de la COP 15 sur la désertification. Experts, organisations en charge de l'environnement, bailleurs de fonds, ministres, chefs d'État réfléchissent sur la question à Abidjan pour plancher sur la question et trouver des solutions idoines. Nous aurons dans cette mission un invité. Mais avant, suivons ce reportage de Davis Oyo qui s'intéresse aux conséquences de la déforestation. Regardez. 94 millions d'hectares de forêts perdues au cours de la décennie 90-2000. Dans le monde, selon l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Les régions tropicales du monde sont les plus touchées. Elles enregistrent une perte de 11,1 millions d'hectares pour la seule année 2021. De 16 millions d'hectares à l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne compte maintenant que 2,9 millions d'hectares de forêt. Cette perte est le fruit de multiples facteurs, feux de brousse, maladies affectant les arbres, agriculture intensive, activités minières, urbanisation galopante et construction d'infrastructures. Une situation alarmante pour les experts de l'environnement. S'il n'y a pas de forêt, il y aura la famine, il y aura l'émigration. C'est-à-dire que beaucoup de migration est issue de la perte de fertilité des sols et de la perte des sols qui vient originée par la perte de forêts et par la perte des plantes qui constituent la régénération du sol. Quand on coupe les arbres, c'est le sol qui apparaît. Et si le sol apparaît, il n'est plus protégé. Et donc il se dégrade très vite. Dans le sol, il y a beaucoup de carbone et il y a aussi toute la fertilité. Quand on coupe une forêt, on se prive de tout un tas de services. Quand le sol est protégé, il absorbe de l'eau. Il permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Les arbres nous fournissent des fruits, des médicaments, ils nous fournissent de l'ombre. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. La déforestation, dans le cadre justement de la COP, on a vu que ça entraîne aussi la désertification et la sécheresse en troublant les écosystèmes. Donc on a aussi des incidences au niveau du changement climatique. Donc il est important aussi que l'habitat naturel de certaines espèces, la biodiversité soit préservée. Donc ce sont autant de choses qui sont aussi qui sont menacées à travers cette déforestation. Pour le plus sceptique des experts, si rien n'est fait d'ici à 50 ans, la forêt pourrait totalement disparaître. Alors donc l'invité de ce soir est Dr Kwaku Amani Michel. Il est directeur régional du CNRA de Boaké. Alors docteur, nous venons de suivre ce reportage de Davis Oyo. Il se focalise sur les conséquences de la déforestation. Alors votre commentaire? Merci M. Goré, merci de nous avoir invités à cette émission pour partager notre expérience de la gestion de l'environnement avec les Ivoiriens. Les intervenants l'ont dit, il y a une destruction massive de notre forêt, mais je dirais même pas seulement forêt, de notre environnement. Parce que, outre la forêt, il y a aussi la savane qui est détruite par les activités de l'homme. Vous avez dit dans votre introduction qu'il y a l'environnement, les éléments naturels qui contribuent aussi à détruire l'environnement. C'est surtout l'influence de l'action humaine sur le phénomène naturel. Donc c'est réel, la forêt disparaît, les couverts naturels disparaissent, donc la biodiversité disparaît et il y a une menace réelle pour l'humanité. Alors, je précise que nous sommes là, réunis donc par ce thème, c'est la résilience face à la déforestation. Quelle stratégie pour une agriculture durable en Côte d'Ivoire? Voilà donc le thème qui nous réunit. Mais je précise que vous êtes participant également à la COP 15, puisque en ce moment, vous travaillez là-bas. Alors, comment se déroule donc cette COP et puis quelles seront les grandes décisions qui seront arrêtées? À cette COP, il y a différents acteurs.
il y a les décideurs qui sont le gouvernement et la partie étatique, les gouvernements, parce que c'est tout le monde entier qui est réuni à Bichan ces derniers temps. Il y a les techniciens dont nous faisons partie, le CNRA. Il y a aussi la société civile dont il faut prendre les intérêts en compte dans les orientations des travaux. Et puis, il y a des bailleurs de fonds qui aident à financer les différentes décisions qui seront prises. Ce sont ces décisions-là qui feront l'objet de communiqué final à la fin de ces travaux. Pour le moment, les travaux ne sont pas encore achevés. Nous ne pourrons pas vous dire quelles sont les décisions qui seront prises. Mais toujours est-il que déjà à l'ouverture, le président de la République a lancé un appel pour une collecte de fonds afin que les pays puissent lutter efficacement contre la déforestation et l'avancée du Sahel, disons la désertification. Alors, docteur, parlons donc de déforestation. Quel est le point de la situation en Côte d'Ivoire? Il a été dit dans votre reportage tout à l'heure que nous sommes partis de 16 millions d'hectares en 1960 et qu'à ce jour, nous nous retrouvons autour de 2 millions 9 hectares. Ça veut dire qu'il y a une destruction massive qui a été faite. Destruction massive liée à l'agriculture, mais très souvent, les gens l'oublient, ce n'est pas que l'agriculture qui détruit la forêt et l'environnement. Il y a d'autres actes de l'humain, la coupe des bois, le phénomène de recherche de l'or, les minéraux, qui fait que la nature est détruite. Autrement, depuis les années, vieilles années, j'allais dire, nos parents ont toujours cultivé, mais ils n'ont pas détruit la nature comme nous le faisons aujourd'hui. Il y a une concertation d'actions humaines qui fait que notre forêt est en train de partir. Mais il n'y a pas que la forêt qui joue sur notre environnement. Il y a la pollution atmosphérique, qui fait que même si nous conservons notre forêt, il nous est difficile d'avoir les conditions environnementales d'il y a 60 ans. Ça aussi, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Alors, donc, vous nous amenez rapidement à parler de ce que le CNRA, je précise que vous êtes le directeur régional de Bouaké, comment le CNRA s'arrange à maintenir l'agriculture en Côte d'Ivoire? Merci. Le rôle du CNRA et le rôle de la recherche en général, c'est de répondre aux défis actuels et aux défis futurs. Le CNRA étant dans le domaine de la recherche agronomique, il est chargé de trouver des solutions aux préoccupations de l'État ivoirien, aux préoccupations des producteurs, aux préoccupations des transformateurs, aux préoccupations des consommateurs. C'est dans ce sens que diverses actions sont menées à travers la recherche de variétés qui peuvent se développer convenablement dans un environnement changeant, à la recherche d'itinéraires techniques qui peuvent s'adapter aussi à nos milieux actuels, à la recherche de moyens financiers et humains qui nous permettent de résister. Je parlais de méthodes techniques, itinéraires techniques. Il y a par exemple qu'il va falloir produire sur des petites superficies ou bien des superficies réduites à travers des variétés par exemple lorsqu'on a des plants comme le cacaoyer, qui produisaient dans le temps 500 kg à l'hectare, aujourd'hui, le CNRA a mis au point des variétés qui peuvent produire 1,5 tonne à 2 tonnes, c'est-à-dire plus de 2000 kg. Alors, pour un producteur qui avait 1,5 tonne sur 3 hectares, aujourd'hui, il lui suffit juste de faire 1 hectare pour avoir sa tonne 5. Il y a aussi la gestion de l'environnement, la gestion de l'eau, par exemple. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'eau n'importe comment. On peut pouvoir apporter l'eau à la plante pour que la plante prenne ce dont elle a besoin exactement. Il y a l'utilisation des engrais ou même des fertilisants. Au lieu de mettre 300 kg d'engrais à l'hectare sur certaines productions et que
dans cette mise à disposition de l'engrais, on en perd beaucoup. Le Sénat aujourd'hui apporte l'engrais au pied, de sorte à ce que la plante prenne exactement ce dont elle a besoin. Donc c'est une gestion efficiente de tous les moyens humains, moyens fonciers, le sol, et puis moyens intrants, moyens techniques comme les engrais et autres choses. Alors qui prennent en compte forcément l'agriculture artificielle. Alors on va se poser la question de savoir comment la Côte d'Ivoire a pu, sans ces moyens artificiels-là, être le premier producteur de cacao, alors qu'il n'y avait pas tout cela. Je l'ai dit tantôt, l'augmentation de la production ivoirienne de toutes les cultures pratiquement se faisait par l'extension des superficies. C'est par l'extension des superficies. Et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il y a une limite à ce genre d'agriculture. Il faut donc intensifier, mais intensifier de manière intelligente. Intensifier, ce n'est pas forcément mettre des quantités importantes d'engrais, mais produire sur une petite superficie ce dont on a besoin. C'est ce qui s'est passé. Lorsque vous prenez le cacao, lorsque vous prenez le riz, lorsque vous prenez l'igname, lorsque vous prenez n'importe quelle culture en Côte d'Ivoire, l'accroissement de la production s'est fait par l'augmentation des superficies. Il s'agit aujourd'hui de changer de paradigme, c'est-à-dire que plutôt que de produire sur des superficies importantes, il faut produire ce dont on a besoin, peut-être produire même plus sur des superficies réduites. Alors, mais il y a un dispositif spécial qui est mis en place pour la cacaoculture. Est-ce qu'on peut avoir des informations concernant donc ce dispositif? Alors, le dispositif qui a été mis au point pour la cacaoculture, en fait, il y a plusieurs axes. Il y a d'abord l'axe variétal, c'est-à-dire ce qu'on plante. Il y a des nouvelles variétés qui ont été créées, qui produisent plus que les anciennes. Il y a aussi un dispositif humain mis en place qui permet de faire le point des différentes menaces qui pèsent sur cette cacaoculture. Par exemple, vous avez le cas du soil en chute et d'autres maladies qui apparaissent avec le changement climatique. Le CNRA a lancé l'alerte au début des années 60 et l'État ivoirien a tellement pris conscience que les moyens ont été donnés au CNRA pour chercher des solutions pour lutter contre cette maladie qui est un fléau réel. À ce jour, il y a des variétés qui ont été créées qui supportent bien cette maladie. Il y a des techniques culturelles qui ont été mises au point pour que la maladie ne prenne pas tout le pays ou bien toutes les plantations, mais que le producteur puisse vivre avec cela. Parce que c'est une réalité, on ne peut pas tout éradiquer, mais on peut au moins vivre avec. Il y a aussi le fait que les maladies qui vivent et les maladies qui sont sur place, il y a une cartographie, c'est-à-dire que sur le plan national, dans les grandes zones de production du cacao, le CNRA a déterminé les zones où la maladie règne avec force. Cela a permis à l'État de prendre des dispositions pour que dans certaines zones, les vergers soient coupés et replantés avec du matériel plus résistant. Il y a cela. Donc, le CNRA a sur place, en main, un dispositif constitué du personnel humain, un dispositif constitué de laboratoires pour la recherche fondamentale, par exemple le laboratoire central de biotechnologie qui travaille sur la compréhension des phénomènes naturels liés aux variétés. Il y a le laboratoire sol plante eau qui a actualisé aujourd'hui la carte de plantation du cacao. En fait, nous pensions avant, tous les Ivoiriens pensaient, que le cacao pouvait se produire dans toute la région sud, dans toute la région est de la Côte d'Ivoire. Les expériences récentes, les travaux effectués ont permis de montrer que quand vous prenez par exemple la zone d'Abengourou, Abengourou aujourd'hui se retrouve avec moins de 70% des zones favorables à la culture du cacaoyer. Agnimé-le-Cro se retrouve avec à peu près 7% des zones favorables à la culture du cacao. Donc la compréhension de tous ces phénomènes-là permet aux producteurs, à l'État
et à chacun de prendre les dispositions pour que notre production soit maintenue ou alors accrue. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'agriculture ivoirienne? Il y a de vraies menaces. Alors lesquelles? Alors, dans l'élément que vous avez montré, les différents acteurs parlaient de l'appauvrissement des sols. Oui. Il y a donc que les sols s'appauvrissent sous l'effet conjugué du changement climatique et de la déforestation, mais aussi de l'accroissement de la population. C'est-à-dire que là où les gens pouvaient se déplacer d'année en année pour faire des cultures, aujourd'hui ce n'est plus possible. On est obligé de revenir sur les mêmes sols un an, 2 ans après, parce que la population s'accroît. Donc il y a cette menace-là d'appauvrissement du sol. Il y a aussi la menace d'apparition de maladies nouvelles. Il y a des études qui ont été faites sur le cotonnier, par exemple. Et on s'est aperçu que les maladies qui se concentraient dans la zone sud de la production cotonnière s'étendent aujourd'hui vers la zone nord de la production cotonnière. Pourquoi? Parce qu'il y a changement de la pluviométrie, il y a changement de l'ensoleillement, il y a changement de beaucoup de facteurs. L'autre menace, c'est la réduction même de nos quantités. Lorsque les maladies ne permettent pas de produire suffisamment, lorsque le sol ne permet pas de produire suffisamment, il va sans dire que la quantité produite va diminuer. Il y a des exemples aujourd'hui. Je suis basé dans la région de Bouaké. Jusqu'à présent, nos parents producteurs n'ont pas pu mettre encore en place leurs ignames. Or, c'est l'aliment principal, parce qu'ils attendent la pluie. Donc, ces menaces-là font que la production va certainement baisser, la production de nos cultures de rente va baisser, la production de nos cultures vivrières va baisser. Heureusement qu'il y a des approches qui permettent aujourd'hui de relever tous ces défis-là, plutôt que de laisser les choses s'effondrer. Et le CNRA, et ça c'est notre rôle, avec les différents partenaires et puis l'État en appui, et nous trouvons des voies et moyens pour améliorer, pour maintenir et accroître notre production. Oui, je rappelle que vous êtes docteur Mani Michel, vous êtes directeur régional du CNRA Bouaké et vous êtes participant à la COP 15. Alors, ce que je vais demander, est-ce que en ce moment, dans cette rencontre qui se déroule en Côte d'Ivoire, est-ce que l'agriculture ivoirienne peut souffler, pour pousser un ouf de soulagement, peut être heureuse qu'après cette rencontre, il y a un lieu d'espoir? Oui, bien sûr. Bien sûr, si nous perdons espoir, nous ne vivons plus. Hier, j'ai participé à un atelier, à une rencontre, au cours de laquelle il s'agissait de la restauration des forêts de Côte d'Ivoire. Et l'expérience de différents pays a été partagée. Nous avons les pays d'Amérique latine, nous avons les pays d'Asie, nous avons d'autres pays d'Afrique, qui ont partagé leurs expériences avec la Côte d'Ivoire. Ce sont des expériences très enrichissantes qui nous permettent d'avoir de la matière à réfléchir et à nous orienter. Aujourd'hui même, il y a un atelier à cours qui se tient sur l'agroforesterie en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des approches qui sont partagées, des connaissances qui sont partagées et nous l'espérons, des moyens qui seront mis à disposition des acteurs pour faire ce travail afin que l'agriculture ivoirienne, qui est le socle de l'économie ivoirienne, puisse continuer à nous donner des moyens de notre subsistance. Alors, puisque vous parlez d'expériences partagées avec d'autres pays, alors nous allons aller directement au Niger avec un reportage de Kader Sogodogo. Le Niger, c'est un pays de plus de 50% de terres arides. Malgré cela, la culture est diversifiée. Suivez ce reportage. Merci. Simini, nous sommes au Niger, à 100 km au nord de Niamey, la capitale. Une zone désertique qui se transforme progressivement en un oasis où faune et flore auront droit de cité. Le pays, qui fait de la lutte contre la désertification une priorité absolue, multiplie les initiatives dans ce sens. La Grande Muraille Verte, un projet qui rencontre le soutien financier de l'Union africaine, redistribue les cartes dans le bon sens. Simini, au Niger,
est le point de départ de cette grande muraille verte qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvopastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Pour la COP 15 en Côte d'Ivoire, axée sur la lutte contre la désertification, le Niger ne pouvait pas répondre absent. Le pays dispose d'un stand à l'Hôtel Ivoire. Le Niger, faut-il le rappeler, c'est plus de 50% de terres arides. Et cela ne constitue en aucun cas un frein à sortir du giron de la famine. Les 3/4 de la superficie du Niger sont désertiques. Et le Niger, vous savez, est pionnier en matière de lutte contre la désertification parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, notamment d'autres pays africains, regardent l'expérience du Niger. Et c'est une expérience en matière de récupération de terres, en matière de gestion durable de terres que nous avons beaucoup d'expérience. On produit de la pomme de terre pour vous dire qu'aujourd'hui, le Niger essaie de faire face à la sécheresse, face à la désertification. Ces efforts auront permis au Niger de développer son agriculture. La pauvreté des terres a conduit à développer des techniques nouvelles pour sortir des oasis dans le désert. Dattes, oignons, pommes de terre et autres cultures sont produits en abondance et exportés à travers le monde. La région d'Agadez fait à peu près 52,6% du territoire national du Niger. Et comme vous le voyez, c'est un territoire très vaste, mais désertique. Maintenant, par la force des choses, ces populations, aujourd'hui, ces cadres des oasis de désert arrivent à les maîtriser pour enfin produire ce que vous voyez ici, par exemple, ces dattes. Donc nous sommes venus ici, en tout cas, pour amener les plaidoyers de ces populations-là, parce que nous sommes les élus, nous représentons les populations, nous sommes venus vous voir, en tout cas avec l'accompagnement de notre État, de nos partenaires, comment est-ce qu'il faut valoriser tous ces produits-là pour que, en tout cas, les populations puissent tirer les meilleurs profits possibles. Le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'ouverture de la COP 15 en terre ivoirienne qui traduit la vision de ses pairs, est salué par le Niger et vu d'ailleurs comme la boussole de la lutte contre la désertification. C'est un discours très responsable. Le soutien fort, nous savons que nous l'avons déjà à notre niveau. Maintenant, nous demandons que la communauté internationale également puisse s'inscrire justement dans la même dynamique que nos présidents respectifs. À la COP 15, le stand du Niger ne désemplit pas. Le pays a de l'expérience à partager, mais également est preneur de bonnes pratiques nouvelles pour freiner la désertification. Alors, docteur, vous venez de voir ce reportage. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Rapidement, qu'est-ce que cela vous inspire en quelques secondes? Juste dire que la Côte d'Ivoire a la chance. La Côte d'Ivoire a la chance et ce genre de reportage doit nous faire prendre conscience que nous devons préserver notre environnement. Je vais juste vous donner un exemple. Le CNRA est situé dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et partout où vous allez trouver le CNRA, vous allez trouver une petite portion de forêt. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'incompréhension qui font que les gens commencent à vouloir détruire coûte que coûte cette forêt, ces petits environnements que nous avons. Et or, c'est un poumon pour nos villes. Donc, quand je vois de tels reportages, je dis, nous avons de la chance et nous devons prendre conscience du fait que nous devons préserver notre environnement. Est-ce que vous pouvez encourager la culture hors sol dans d'autres pays? Bien sûr. Bien sûr, le Sénat a été pionnier dans l'introduction de la culture hors sol en Côte d'Ivoire. La culture hors sol, en fait, il y a deux voies. Il y a l'hydroponie, c'est-à-dire dans l'eau, et puis hors sol, autre que le support naturel du sol. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut produire ça sur des superficies réduites. On peut faire la culture sur des superficies réduites. Vous-même, vous pouvez produire votre maraîcher chez vous à la maison. Et le producteur, l'industriel qui veut en faire en quantité importante, peuvent le faire
sur une superficie réduite et puis avoir son produit. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Docteur, je rappelle que vous êtes notre invité, docteur Amani Michel. Vous êtes le directeur régional du CNRA Bouaké. Vous étiez dans cette émission, ça fait l'actualité, consacrée à la COP 15. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes participant en ce moment à la COP 15. C'est la fin donc de ce numéro de Ça fait l'actualité. Chers amis téléspectateurs, cette émission avec pour thème la résilience face à la déforestation. Quelle stratégie durable en Côte d'Ivoire? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. C'est moi qui vous remercie.